À une semaine du lancement de Fortune Avenue, je vous ouvre les livres de compte sans détour. Dans ce devlog, nous allons explorer ensemble ce que représente vraiment 10 000 ventes à 4,99€ après toutes les déductions, taxes, parts de Steam, cotisations. Je partage tous ces chiffres rarement évoqués pour vous montrer la réalité économique d'un développeur indépendant et pourquoi certaines stratégies marketing qui semblent évidentes ne sont pas toujours rentables. Puis nous plongerons dans les derniers ajustements techniques avant le grand jour. Entre bugs de manette sur le Steam Deck et solutions de dernière minute, je vous raconte les défis de la ligne d'arrivée et comment j'ai dû faire des choix pragmatiques pour que Fortune Avenue soit prêt le 7 avril. C'est la dernière ligne droite. Fortune Avenue sort dans exactement une semaine et quand j'y pense, ça me donne le vertige. Parce que dans une semaine, je saurai si le jeu est un succès commercial ou un échec cuisant. Dans une semaine, je saurai si j'ai passé 2 ans de ma vie à bosser pour des clopinettes ou si ça valait vraiment le coup. Alors je ne parle pas de faire 1 million de revenus nets, mais de quoi payer les factures et vivre correctement durant une année. Je sais ce que vous allez me dire. Ce qui compte, c'est le voyage. L'apprentissage fait tout au long du développement de Fortune Avenue. Et vous avez raison. J'ai appris énormément. Avant de travailler sur Fortune Avenue, je ne savais pas faire de modélisation 3D. Je ne savais pas ce qu'était un mesh ou comment en afficher des milliers sans faire griller votre carte graphique. Et de ce côté-là, Fortune Avenue est une incroyable réussite. Mais le côté financier, c'est important également, puisque c'est ça qui me permet de vivre. Et du coup, j'ai fait quelques calculs et il faut que Fortune Avenue se vende à 10 000 exemplaires pour être tranquille financièrement. 10 000, c'est une estimation encore une fois, et je vais vous expliquer ce que 10 000 ventes de Fortune Avenue rapportent au final. C'est parti, si on prend 10 000 ventes comme ça, c'est 49 900$ de revenus bruts. C'est une très belle somme, même sur un an, mais c'est loin d'être la somme finale, vous allez voir. On va faire les calculs ensemble. Donc sur ces 49 900$ bruts, il faut recouper les 5% de taux de retour habituel sur Steam, parce que vous pouvez vous faire rembourser vos jeux sur Steam. Et en moyenne, c'est 5% des joueurs qui sont remboursés. En prenant ça en compte, on tombe à 47 405$. Là-dessus, il faut prendre en compte le taux de change $-euro, parce que Valve vous rémunère en dollars US et non en euros. Et en ce moment, le taux de conversion de devise n'est pas trop mal. Il est d'environ 94 centimes d'euros pour faire $1. En appliquant ça à la somme précédente, ça nous amène tranquillement à 43 135,55€. C'est toujours une belle somme, mais on est loin d'avoir fini. Puisqu'après le change, il faut retirer les taxes. Et oui, lorsque vous achetez un jeu sur Steam, vous devez payer la TVA si vous êtes en France, la TPS ou la TVQ si vous vivez au Québec, sans compter les frais de transaction bancaire. Tout cela est calculé par Steam et c'est affiché directement dans les revenus. C'est Steam qui touche ces taxes et pas vous. Ces frais sont variables, mais je prends 15% pour les estimations. Tout doucement, on est déjà à 36 637,77€. On a fait presque la moitié du chemin pour le calcul des frais. Et ça, c'était la partie cool. Maintenant, on va taper dans le gras. Là où on perd franchement. Vous savez que sur Steam, il y a des joueurs de tous les pays. Et même si Fortune Avenue se vend à 4,99€ en France, il se vend à environ 2€ en Turquie ou en Russie. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Parce que le jeu vise en premier lieu la Pologne, la Turquie, la République tchèque. Ce sont des pays où le jeu se vend bien en dessous de 4,99€. En prenant ça en compte, ça nous amène à 29 334,21€ de revenus. Ça reste encore une belle somme pour une année de revenus, mais le compte n'y est pas tout à fait. Puisqu'il y a la part de Steam, 30%. Ouais, c'est pas mal 30%. Mais en même temps, sans Steam, je ne sais pas si je pourrais vivre de ma passion. Donc même si c'est énorme, ils fournissent un service indispensable à la survie de mon activité. Donc avec ces 30%, on tombe directement à 20 533,95€. Et vu que je vis en France pour le moment, et que je déclare mon activité en tant qu'auto-entrepreneur, il faut bien payer l'URSSAF. Sa part est de 24,6% à l'heure où je tourne ce devlog. Alors ouais, c'est pas mal 24,6%, mais c'est comme ça, il faut bien payer les cotisations sociales, c'est important pour pouvoir toucher le chômage, avoir des hôpitaux ou des écoles. Bref, en prenant l'URSSAF en compte, ça nous amène à un revenu net de 15 482,60€ pour une année. On passe donc de 49 900$ à 15 482,60€. C'est une jolie somme sur une année, mais là-dessus, il faut encore payer l'impôt sur le revenu. Et grâce à l'abattement fiscal de 34%, normalement, vous êêtes en dessous de la part fiscale de 11 497€ et donc vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Soit un salaire net de 1 290,22€, presque 200€ en dessous du SMIC en France, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et comme je le disais au tout début, 10 000 unités vendues, ce serait un bon chiffre. Ça me permettrait d'avoir un bon complément de salaire. Mais c'est bien au-dessus des projections que j'ai faites, puisque les projections sont à 4 791 unités vendues sur une année. Avec ce chiffre, le jeu va générer net 618€ par mois. Ça semble peu, mais cette somme ne prend pas en compte les retombées sur mes autres jeux. En fait, je pense que Fortune Avenue pourrait booster les ventes de Sneak In ou de City Game Studio dans une moindre mesure. Et ça, c'est toujours bon à prendre. En plus, ces revenus viennent en complément de ceux générés par mes autres jeux. Donc l'un dans l'autre, je devrais m'en sortir pas trop mal. Alors c'est sûr que je ne vais pas aller commander un yacht luxueux, mais ça va me permettre de poursuivre mon activité et de sortir un nouveau jeu. On en parlera plus en détail dans un prochain devlog. Bon, comme je le disais au tout début de ce devlog, c'est la dernière ligne droite. Et je balance tout ce que je peux pour atteindre ces 10 000 unités vendues. Parce que même si le nombre de ventes estimé est à 4 791 actuellement, chaque post, chaque email, chaque annonce, chaque vidéo va avoir un impact significatif sur les wishlists et donc sur les ventes. Pour autant, il ne faut pas tomber dans le piège de poster partout et à tout va au risque de se voir bannir de certaines plateformes. En fait, il vaut mieux avoir du contenu à partager et des choses à montrer. Et si vous voulez marteler votre public cible, le mieux reste la publicité payante. Alors pourquoi est-ce que je n'utilise pas de publicité payante pour promouvoir
Fortune Avenue, eh bien j'ai fait le calcul et ça ne serait pas rentable. Dans un épisode précédent, je mentionne le fait que j'ai dépensé 100$ pour obtenir une wishlist. Et en fait, même si c'est vrai, j'ai réussi à optimiser la publicité de Fortune Avenue pour atteindre un seuil de 1$ pour une wishlist. Et même à ce prix-là, c'est pas rentable. En fait, une wishlist a environ 20% de chances de se convertir en vente. Et quand je dis 20%, je prends un taux plutôt bon. En moyenne sur Steam, c'est 13%. Mais je préfère prendre une estimation haute pour l'exemple. Juste avant, je vous ai fait le découpage de 10 000 ventes Steam qui donnait au final 15 482,60 €. Si on divise ce chiffre par 10 000, alors une vente Steam représente 1,54 € exactement. Si une wishlist a 20% de chances de se transformer en vente, alors 5 wishlists auront 100% de chances de générer une seule vente. Cela signifie qu'il faut 5 wishlists en moyenne et donc dépenser 5 € en moyenne pour générer 1,54 € de revenus net. Si vous faites le calcul rapidement, vous comprenez que la publicité va coûter environ 1,69 € par wishlist sans rapporter un seul euro. Alors il y aurait un moyen pour que la publicité payante soit rentable. Pour cela, il faudrait augmenter le prix de Fortune Avenue. Il faudrait fixer le prix du jeu à environ 16,99 € parce qu'à partir de ce tarif-là, le coût d'une wishlist serait nul. En gros, vous gagnerez autant que vous allez dépenser d'argent pour obtenir des wishlists. Je sais ce que vous allez me dire, en générant plus de wishlists avec la publicité payante, cela va engendrer plus de wishlists organiques. Alors c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas un paramètre qui est mesurable ni prévisible. Là, je traite uniquement des retours sur investissement. Et comme les autres impacts potentiels de la publicité ne sont pas vérifiables, je préfère limiter les risques et les dépenses qui vont avec. Mais ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que Fortune Avenue va sortir en accès anticipé. Et j'ai prévu que cet accès anticipé ne dure qu'une année. Fait que dans un an, Fortune Avenue pourra bénéficier d'une seconde opportunité pour générer plus de revenus. Sans compter que le prix du jeu pourrait augmenter entre temps. Donc même si le lancement en avril ne se déroule pas comme prévu, j'ai encore moyen de rebondir. En réalité, ça m'étonnerait que Fortune Avenue ne fasse que 5000 ventes sur une année. Déjà parce que je compte continuer à faire des mises à jour, participer à des festivals, mais aussi aux autres soldes de Steam. Et rien qu'avec ça, je pense qu'atteindre les 10 000 unités vendues, ce serait pas trop déconnant. D'ailleurs, si vous voulez soutenir le projet, s'il vous plaît, allez wishlist Fortune Avenue, ça permet d'avoir une notif lors de sa sortie et ça vous évite de rater la remise exceptionnelle de 40%. Bon, c'est un devlog ou un cours de compta? On parle beaucoup de chiffres, mais très peu de game dev. Alors c'est parti pour vous parler des derniers changements de Fortune Avenue qui sont super importants et qui viennent rajouter une couche de sucre sur un jeu qui fait déjà péter votre taux de glycémie. Tout d'abord, le support de la manette a été grandement revu. Déjà, j'ai passé pas mal de temps à jouer tout seul cette fois sur le Steam Deck pour trouver un maximum de bugs liés à la manette. Et au final, j'ai fait quelques découvertes sympathiques. En fait, Godot Engine supporte super bien les manettes, sauf si on fait un petit Alt-Tab. Vous savez, si vous jouez et que vous voulez voir si vous avez reçu un message sur Discord par exemple, et bien là, ça devient un peu la panique. Parce qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur un bouton, Godot Engine va bégayer et vous envoyer l'événement 2 fois. Alors lorsqu'on veut atteindre le bouton de droite et que ce bug fait faire des tours de boutons, c'est un peu frustrant. En fait, c'est très frustrant et du coup, je suis allé regarder un peu dans le code source de Godot, mais sans vraiment m'y attarder. À la place, je suis allé chercher des rapports de bugs similaires dans le dépôt GitHub du projet. A priori, ce bug est bien connu et il est régulièrement fixé pour réapparaître quelques semaines plus tard. Fait que je me suis dit qu'il faut faire quelque chose et je regarde les autres solutions qui me semblent plus solides. Parmi elles se trouve le remplacement de la gestion des manettes par SDL. Pour ceux qui, comme moi, ne savent pas ce qu'est SDL, il s'agit d'une bibliothèque open source sous licence Zlib qui permet de faire l'intermédiaire entre le matériel et le logiciel. C'est utilisé par beaucoup de jeux et d'applications et c'est surtout une super bibliothèque qui gère vraiment bien les manettes. Du coup, j'ai commencé à intégrer SDL3 à Godot Engine, je regarde un peu comment faire pour ajouter un pilote dans Godot et après 2 bonnes journées de boulot, plusieurs tentatives de compilation, je parviens finalement à intégrer SDL à Godot. Sur le coup, je suis super fier de moi, du travail accompli, de retombées potentielles sur ma gloire éternelle, parce que oui, contribuer à Godot Engine est un but en soi, mais ça c'est un autre sujet. Pour revenir à l'intégration de SDL, après 2 jours de travail, je lance enfin Godot Engine et je tombe sur une tuile. Un problème d'initialisation qui se résume à ce simple mot très éloquent, failure, sans d'autres explications. À partir de ce moment-là, je me dis que je ne vais peut-être pas avoir le temps de tout faire. Je n'aurai pas le temps de faire l'intégration de SDL, de la tester correctement et de vérifier que tout se passe bien avant la sortie de Fortune Avenue. Alors non, je ne jette pas mon travail aux poubelles, à la place je le désactive et je cherche une manière plus terre à terre pour contourner ce problème de duplication de signaux. Rapidement, j'en trouve une toute bête et surtout très sale. Et nous, on aime ce qui est sale, ne l'oubliez pas. Pour faire simple, lorsque Fortune Avenue reçoit un signal de la manette, il vérifie s'il n'est pas dupliqué. Et s'il est dupliqué, il l'ignore, sinon il le traite. Comment savoir si le signal est dupliqué, vous allez me demander? Excellente question, et c'est déjà la fin de ce devlog. Non, je déconne. En fait, c'est là où ça devient sale. On parlait de fierté plus tôt, là je l'ai rangé et je ne la ressortirai pas de sitôt. Donc lorsque Fortune Avenue reçoit un signal, il le stocke. Et lorsqu'il reçoit un autre signal, s'il est équivalent au dernier, alors il l'ignore et efface le dernier signal reçu. S'il est différent, alors il traite le nouveau signal et l'enregistre comme étant le dernier signal reçu. Voilà, le tour est joué, reste que c'est pas super comme correctif et qu'il serait préférable de terminer l'intégration de SDL avec Godot Engine. Mais ça, je le ferai en post-launch lorsque le jeu sera sorti et que mon stress sera retombé. Comme ça, j'aurai enfin la gloire éternelle. Bon, pour en revenir un peu au sujet, j'ai aussi fait d'autres changements pour la gestion des manettes. En fait, quand on joue avec une manette, il faut pouvoir déplacer le curseur jusqu'à la liste des règles afin de pouvoir se rappeler quelles sont les règles qui ont été votées. C'est toujours utile et il y a d'autres choses à lire sur l'interface qui sont importantes, comme les cartes que vous avez en main ou alors votre imposition. Bref, après avoir fait ces quelques changements, Fortune Avenue
menu s'avère être plus fluide et plus intuitif. Mais mettre tout ça en place n'a pas été très facile et ça m'a demandé de revoir le placement de certains éléments. Et puis j'ai aussi ajouté un spot à l'hélicoptère parce que je pouvais le faire. Oui, ça sert à rien, je sais. Voilà, c'est déjà fini, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez upvoter la vidéo ou vous pouvez laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, ça ne coûte rien et ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.